Bienvenue à nouveau à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur votre émission Matin d'Éden et nous recevons pour vous ce matin Hugues Hector Zogo. Il est journaliste et analyste politique. Bonjour Hugues. Bonjour Carole. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir la grâce de vous retrouver à la veille du Nouvel An, pratiquement? Ben, c'est une bénédiction, donc on continue de remercier Dieu pour cette faveur qu'il nous a faite. Vous savez qu'en ce moment précis, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent soit sur leur lit d'hôpital ou qui peut-être sont en train de rendre le souffle au Créateur maintenant que vous vous retrouviez sur un plateau de télévision. C'est une grâce. Voilà, Roland Toneikes, il est toujours au poste. Bonjour, bienvenue, journaliste, analyste politique. Carole Olaï, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Bon, apparemment, vous êtes un peu malade, hein, mais vous avez la grâce d'être toujours parmi nous. Bon, ça va passer ces derniers jours. Peut-être que c'est le changement pour la nouvelle année, pour être assez requinqué pour la nouvelle année. De toute façon, nous remercions Dieu qui nous a permis d'être là pratiquement tous les matins au cours de cette année, qui nous a permis d'être utiles pour nos proches, pour notre communauté, pour notre famille. Prions que Dieu, qui nous a permis de voir ce jour, nous permette de voir la journée de demain, de voir le 1er janvier 2025 et de finir l'année 2025. Beaucoup d'années à venir aussi. Beaucoup d'années à venir, donc, parce que malheureusement, que vous le vouliez ou pas, les gens vont voir aujourd'hui, ne verront pas demain. Demain, ouais, il y en aura forcément. Mais Dieu nous donne cette grâce, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, nous l'invoquons ce matin, qu'il nous fasse cette grâce de voir encore le 1er janvier 2025 et de terminer l'année en beauté, et que ce soit l'année de l'accomplissement pour chacun de nous. Amen. Nous recevons sur ce plateau, et chers amis téléspectateurs, j'espère que vous recevez devant vos petits écrans cette bénédiction, ce petit moment de prière. Nous allons démarrer avec la rencontre entre Patrice Talon et la communauté Peul. Plusieurs journaux ont titré sur cette information. Hugues Hector Zogo. Oui, c'est une très belle rencontre qui a pu avoir lieu en fin de semaine écoulée. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, qui a pu rencontrer la communauté Peul se retrouvant sur notre territoire. Vous savez que c'est une communauté qui est de plus en plus stigmatisée. Et au cours quand même de cette rencontre, je peux me permettre de dire qu'il y a eu un langage de vérité. Le chef de l'État qui n'a pas manqué de prendre le soin d'écouter sérieusement les requêtes de cette communauté à travers ces dignes filles et fils qui se sont déplacés sur le palais de la Marina. Pour la plupart du temps, nous faisons de mauvaises interprétations. Et quand on parle des Peuls, beaucoup n'y voient pas tout de suite quand même des cadres occupant des postes de responsabilité assez élevés au niveau de la République. Or, c'est une erreur. Les Peuls aussi, une communauté qui se retrouve sur notre territoire, arrive aussi à offrir des cadres qui travaillent et qui servent la République. Et donc, à des moments donnés, quand ces cadres-là voient le traitement qui est fait de leurs frères et sœurs, parce que la communauté étant une minorité sur notre territoire aujourd'hui, ça choque. Ça choque. Et puis, de plus en plus, on ne fait que les stigmatiser, on les traite de tous les noms. Mais cette rencontre qui a eu lieu avec le chef de l'État, déjà, c'est une rencontre qui, ma foi, fait rappel à ce que l'on peut appeler l'unité nationale, parce que recevoir cette communauté-là avec le nombre de personnes ressources de la communauté Peul déplacées qu'on a pu voir sur les images qui ont été diffusées sur nos chaînes de télévision et l'information relayée par les organes de presse écrites, on peut quand même comprendre qu'il y a de la valeur. Déjà, vous voyez les têtes couronnées, des gens qui occupent quand même des postes très élevés au niveau de la hiérarchie traditionnelle. Et vous savez que c'est une communauté qui est aussi très disciplinée.
c'est une communauté très disciplinée. Et donc, que ce soit ces premiers acteurs-là qui se déplacent aujourd'hui pour rencontrer le chef de l'État et manifester tout le sentiment de mépris qui les gagne pratiquement à la fin d'une année qui s'achève, pour moi, c'est une très bonne note. C'est une très bonne note, d'autant plus que nous avons le défi du terrorisme, le défi de l'insécurité au niveau de nos frontières, qui doit rester une priorité pour notre pays. Et les communautés Peul ou la communauté Peul se retrouvent pour la plupart du temps dans les régions qui font lisière aux frontières. Quand on prend par exemple la frontière entre le Bénin et le Niger, vous aurez une forte présence de communautés Peul. Et quand on sait un peu ce qu'il y a comme insécurité aujourd'hui au niveau de cette région-là, c'est assez stratégique donc de rencontrer cette communauté, de l'écouter, de savoir à quel niveau il y a des goulots d'étranglement, de comprendre effectivement tout ce qu'il y a comme effet de frustration. Parce que de frustration en frustration, ça finit par devenir une bombe. Donc cette rencontre que le chef de l'État a pu avoir avec cette communauté, moi je trouve qu'elle est une rencontre qui ouvre la voie davantage à la paix dans notre pays. Et nous allons espérer que les différents engagements qui ont été pris, non seulement par le chef de l'État, mais également par les dignitaires de cette communauté-là qui se sont déplacés, que ces engagements-là soient effectivement respectés. Et ça pourra permettre à notre pays de vivre l'élan de stabilité. Et on va demander aussi à nos compatriotes béninois de regarder autrement les Peuls. Les Peuls sont des frères à nous. C'est des frères à nous. Il n'y a pas autre mot pour pouvoir les appeler. Et donc, par conséquent, il faut que nous puissions, en ce qui concerne nos jugements de valeur, faire beaucoup attention. C'est une communauté qui a besoin de notre appui pour davantage faire éclore ce qu'il y a comme talent chez eux. Donc voilà ce que je pourrais dire en attendant. Peut-être que d'autres questions ne reviennent. Tout à fait. Roland Toney-Nkes, comment appréciez-vous cette rencontre du président de la République, Patrice Talon, avec les frères ou le peuple frère, la communauté peuple et Peul? Je crois que Bénin Intelligent a bien traduit l'information. En tout cas, mon impression sur la question aujourd'hui, les intouchables de Patrice Talon. C'est une communauté à part entière. Nous avons tout fait de penser que c'est des populations nomades, mais bien au contraire. C'est des gens qui ont quand même c'est des communautés qui vivent dans bien des régions. Que vous soyez au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, au Sénégal, il y a des Peuls un peu partout dans plusieurs pays d'Afrique, au Nigeria également. Et donc, c'est des gens qui ont leur communauté qui vivent. Les gens pensent souvent que les Peuls, c'est ceux-là qui sont toujours derrière leur but, en train de se promener de ville en ville. Et parfois aussi... il y a des intellectuels. C'est ce que je dis. Et souvent même, ils sont confrontés à certaines pratiques peu orthodoxes que nous n'allons pas citer ce matin. Mais le chef a compris maintenant, parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques mois en arrière, Nathalie Niang, me prenant la parole, avait dit que les Peuls étaient formés pour servir dans le terrorisme. Une information qui avait été même démentie et qui avait été, en tout cas, grâce à, non seulement démentie, mais qui n'était pas du coup de la communauté Peul. Et c'est la nouvelle ministre, Mariam Diaouga Saka, épouse Saka, qui a pris le devant pour défendre les Peuls, pour dire que les Peuls ne sont pas des terroristes. Et fort heureusement, le chef de l'État l'a nommé, en tout cas, ministre conseiller à la présidence. Et là, maintenant, le chef reçoit la communauté Peul pour montrer que oui, vous n'êtes pas une communauté oubliée. Parce que malheureusement, ça, il faut l'avouer, dans beaucoup de pays, les Peuls, on a tendance à oublier les Peuls. Ce qui fait que parfois, c'est des personnes vulnérables et que les gens peuvent tenter de manipuler. Et pour corriger cet état de choses,
c'est de l'ordre normal des choses que le chef les reçoive, les rassure, pour leur dire, oui, écoutez, vous êtes considérés comme des fils à part entière ou des filles à part entière du Bénin, et que en réalité, tout ce qu'on fait pour les autres communautés, vous devez bénéficier de ça. On doit maintenant travailler à vous protéger, parce que vous voyez... N'est-ce pas le comportement des Peuls également qui attire cette mésentente Nul n'est méchant volontairement, Carole. Là, mais quand le tombeux est plus important que la vie humaine, non, on ne va pas aller sur ce terrain parce que ça risque de dégénérer. Je suis parfaitement d'accord, mais il y a certains comportements que dans une société qu'il ne faille pas également avoir. Moi, je ne sais pas de quel comportement il s'agit. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que, oui, vous savez, le Peul, quand il se promène avec ses animaux, il peut quitter par coup et se retrouver au sud du Bénin, d'accord, un laps de temps. Et parfois, c'est la recherche de l'eau. Alors qu'en réalité, c'est des choses qui devaient être faites par l'État central. En réalité, c'est le véritable problème. Et c'est pour ça qu'il faut apprécier cette rencontre du chef de l'État. Parce que dans certains pays, écoutez, je suis allé dans une, je ne me rappelle pas de cette localité, voilà, à Savais. J'ai vu qu'on a réalisé des infrastructures pour permettre aux Peuls de pouvoir abreuver leur troupeau là. Donc, ça manque dans bien des localités. Si on arrive à réaliser ces infrastructures dans certaines localités, on ne serait pas... Est-ce pour cette raison que les bœufs peuvent rentrer dans des champs que les autres ont souffert pour... C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités. Et c'est pourquoi il faut apprécier ce que le chef fait. Si le chef reçoit la communauté Peul aujourd'hui, je crois que... Je ne suis pas contre les Peuls, mais c'est pour, quand même... Si vous avez, là où vous êtes par exemple, s'il y a de l'eau qui manque à Calavi, et que vous n'avez pas de l'eau, vous allez faire quoi? Vous allez prendre certainement votre voiture, aller à Cotonou avec des bidons d'eau pour chercher de l'eau. À la recherche de l'eau, sur le parcours, il se peut qu'un de vos animaux peut-être rentre dans le champ de quelqu'un. Le problème, c'est que c'est la recherche du mieux-être qui amène tout ce qui se passe là. Alors, si on arrive à réaliser ces infrastructures dans ces localités pour ces personnes, elles n'auront pas besoin de se déplacer. Donc, et ça va quand même régler les problèmes en amont. Donc, j'estime que oui, il faut quand même remercier le chef d'État pour cette rencontre et quand même en nommant leurs filles ministres conseillers et en les recevant maintenant, en discutant avec eux, en les rassurant maintenant, cela montre combien de fois la situation préoccupe le chef de l'État. Et puis après, quand on dit que c'est les Peuls qui sont formés au nord du Bénin pour servir de terroristes, quand même, ça nous permet quand même de voir que non, ce n'est pas du tout la réalité. Il revient maintenant à l'État de prendre ses responsabilités, créer de bonnes conditions à ces communautés, parce que dans ces milieux dans lesquels la sécheresse sévit sérieusement. Donc, s'il y a la sécheresse et qu'il y a la possibilité de travail, puisqu'aujourd'hui on dit couverture en eau potable à 80%, on envisage d'aller à 100%. Donc, dans ces localités, si on peut donner de l'eau potable à ces personnes-là, on peut leur permettre d'avoir de la verdure pour les animaux. Dans d'autres pays, il y a beaucoup de projets qui sont développés pour permettre à ces personnes-là de rester dans la communauté, de ne pas se déplacer. Je crois que ça va être... En tout cas, le chef a fait des promesses. On attend de voir quelle serait la suite et vivement que les choses se fassent le plus vite possible pour redonner le sourire à cette communauté longtemps marginalisée ou oubliée. Hugues Zogo. Oui, la communauté Peul aujourd'hui au Bénin... Ne pensez-vous pas qu'il faut une meilleure sensibilisation de cette communauté afin qu'elle comprenne que les autres sont également importants et que les autres aussi doivent être valorisés et que ce que les autres réalisent également ont bel et bien d'importance? En fait, c'est une question de lecture discriminatoire. La communauté Peul, a priori, quand on la voit tout de suite, on se dit... voilà des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité de bénéficier des mêmes droits que nous. Et nous croyons un peuple au-delà des Peuls, alors qu'en réalité c'est faux. Au Bénin, par exemple, les Peuls, suivant les statistiques, avoisinent près d'1 million de notre population. Donc ça fait pratiquement 1/12 de la population béninoise. C'est assez important. Et même si c'était un seul individu, sa vie, elle est sacrée. De plus en plus, on revient sur la question de transhumance. On pense que le fait parfois
d'avoir les bœufs dans les champs. Le fait d'avoir les bœufs dans les champs, on pense souvent que c'est une volonté manifeste du Peul qui conduit ces animaux. En réalité, non. Lui-même, il a de la peine parce qu'il est un humain. Il a du sang qui coule dans ses veines. Et quand il voit un champ de maïs qui est en train d'être saccagé, voilà. C'est pas comment je vais dire, c'est pas avec satisfaction qu'il vit ce constat-là. Mais Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, vous partez depuis Bembereke, Banikoara, avec, par exemple, vos animaux pour revenir vers le sud du pays. À la recherche de quoi? À la recherche du mieux-être. Parce que cette communauté-là, c'est ce qu'elle sait faire, c'est sa spécialité en fait. C'est la conduite des bœufs qui reste sa richesse. On peut emmener des acteurs, par exemple, du sud Bénin pour qu'ils fassent l'élevage des bœufs et autres, mais ça ne donnera jamais le même rendement que si c'était conduit par un frère Peul. Tout à fait, c'est leur spécialité. C'est leur spécialité. En fait, ça fait partie de leur identité. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'allez quand même pas laisser le premier venu abattre ce que vous aviez de plus cher. C'est là où il y a le véritable problème. C'est vrai que mes animaux se retrouvent aujourd'hui peut-être à dévaster ton champ. Mais eux également n'hésitent pas à abattre l'homme. Mais la vie de l'homme est plus chère que le problème qui se pose pour la plupart du temps, c'est ceci. Dès que le Peul se retrouve en danger, appelons ça de cette façon-là, dès qu'il se retrouve en un moment précis en danger, il considère qu'il est le seul parmi peut-être une vingtaine, voire une cinquantaine de personnes qui ne le considèrent pas comme frère. Parce que si vous me considérez comme frère, vous avez la possibilité de m'appeler pour dire « Ah, mes chers frères Peul, ce que tes animaux ont fait là, comment on fait? Comment nous allons faire ?» Mais il constate qu'il a en face de lui une multitude de personnes qui veulent l'assommer. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la légitime défense à partir de ce moment-là. Et donc, devenant une personne acerbe, une personne qui n'a plus de secours, puisque menacé, il est non seulement menacé, mais il a aussi ses animaux qui sont menacés. Il se dit, bon, je donne le meilleur, advienne que pourra. Donc, c'est ce qui se passe pour la plupart du temps, et c'est ce pourquoi nous devons travailler en tant que peuple béninois à reconnaître que les Peuls sont des frères à nous. Peu importe les travers. Les travers, il y en a hein, au niveau de chaque région. Mais nous avons l'air facile de vite stigmatiser le Peul. Ouais. Nous avons l'air facile de vite le stigmatiser. On fait comme s'il n'a pas le même droit que quelqu'un qui est Adia, quelqu'un qui est roi, ainsi de suite. C'est ce à quoi nous devons le plus travailler aujourd'hui. Et cette rencontre tenue avec le chef de l'État, c'est une rencontre pour moi assez stratégique et c'est l'occasion pour nos dirigeants de démontrer aussi qu'au niveau de nos différentes institutions, il y a quand même des cadres Peul. Ils sont nombreux qui travaillent au niveau de nos institutions. Mais malheureusement, dès qu'on dit c'est un Peul, ce qu'on voit tout de suite, c'est celui qui conduit le bœuf. Tout comme si même celui qui conduisait le bœuf, c'était quelqu'un qui n'avait pas de la valeur. J'irai plus loin en disant, parce que quand Carole posait le problème d'un animal, est-ce que c'est plus cher qu'un être humain? Jésus a dit, je suis le bon berger. Il a donné l'exemple du bon berger pour dire, le bon berger est capable de laisser tout un troupeau pour aller chercher une seule brebis qui s'est égarée. Donc pour le Peul, considérer que c'est un bon berger qui ne veut pas du tout qu'on aille toucher un de ses bœufs. Et dans cette situation, parfois, on va penser que oui, ils sont des gens violents, qui sont méchants. Non, en territoire étranger, et dès lors que vous êtes face à des situations données, vous devenez très redoutable. Très redoutable. Donc, ils sont des bons bergers. Quand vous touchez un seul bœuf d'un Peul, mais écoutez, quand vous avez vos animaux chez vous et que quelqu'un arrive à voler un seul coq, j'imagine combien de fois vous allez faire du bruit dans le quartier. Donc, comprenez que c'est ce qu'ils ont... Oui, parce que les gars, ils n'ont pas d'économie quelque part. Leur économie, ils se dépassent avec leur économie. Donc, quand vous touchez un seul animal, c'est que vous touchez une partie de son économie.
Je suis d'accord que, et d'ailleurs même quand vous prenez, je suppose, hein, je donne un exemple, si vous avez fait l'élevage des moutons une fois, quand vos moutons sortent de la maison pour aller se promener, vous ne pouvez pas savoir à quel moment il s'est rentré dans le champ de quelqu'un pour manger. C'est quand le propriétaire du champ tue votre animal que vous vous rendez compte qu'on a tué votre animal et vous voulez crier. Mais vous oubliez aussi que votre animal a dévasté le champ de l'autre. Donc, je crois que l'un dans l'autre, il faut des sensibilisations. Forcément. Il faut des sensibilisations. Il faut rappeler aux gens que les Peuls, ce sont nos frères. Qu'on cesse de les stigmatiser, qu'on cesse quand même de les reléguer au second rang, qu'on cesse de penser que c'est des sous-hommes, malheureusement, parce que dans certains langages, on le voit, je ne vais pas reprendre certains termes que nous avons l'habitude d'utiliser depuis que nous étions enfants par rapport à certaines communautés. Non, arrêtons ça. C'est des gens très intelligents et j'avoue aussi que les Peuls, c'est des gens très beaux. Très beaux. Les femmes sont de très belles femmes. D'ailleurs, même. Plus sérieusement, je me permets d'apprécier. Pensez-vous que. Je me permets d'apprécier quand même. Que... La ministre conseillère, Mariam Diaouga, elle est épouse Saka, pardon. Mais c'est une belle femme. Donc quand vous voyez cette communauté, ces gens... Pourquoi c'est cet exemple? Non, plus sérieusement, les gens qui sont ce beaux matin. et belles. Il faut quand même... Donc, en réalité, on saurait stigmatiser les gens qui sont assez beaux comme ça. C'est pas bon. Arrêtons. Hector, pensez-vous que cette rencontre du chef de l'État avec la communauté Peul peut impacter au plan politique? Oui, c'est une démarche politique a priori. Hein. Je venais de le dire. Ça fait quand même 1 million de Peuls que nous avons au Bénin. Et quand on parle d'1 million de Peuls, il faut y voir d'une manière ou d'une autre l'électorat aussi. Forcément. On se retrouve à la veille des élections présidentielles. C'est ça, parfois, les avantages que les dirigeants qui sont en fin de mandat ont de plus que les autres acteurs. Maintenant, s'ils ne jouent pas très bien la carte, ça leur passe par les doigts et puis les autres en profitent. Parce que, attendez-vous, par exemple, demain, à retrouver d'autres leaders politiques chercher à rencontrer de petits groupements de Peuls au niveau des différents départements pour dire nous sommes venus vous rencontrer, savoir comment est-ce que vous vivez des difficultés ici et voir quelle approche de solution partager parce que nous avons l'intention d'être, pourquoi pas, candidat pour les prochaines élections présidentielles, législatives et autres. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc pour moi, cette rencontre aussi, c'est une rencontre stratégique et politique. Aujourd'hui, ça sert au chef de l'État, donc ça sert à la mouvance présidentielle, mais à condition qu'effectivement les acquis, je ne parlerai pas d'acquis, les promesses soient tenues. Parce que c'est là où vous allez... En fait, la communauté Peul, c'est une communauté digne. Hein. Il y a des communautés avec lesquelles on ne s'amuse pas, en fait. La communauté Peul, c'est une communauté digne. Et c'est une communauté qui a le sens de la parole donnée. Quand ils vous disent oui, quoi qu'il advienne, ils ne vous tourneront pas dos. Mais quand vous leur faites des promesses et vous ne tenez pas, vous avez vu, la plupart de ceux qui se sont déplacés sur le palais de la Marina, ce n'est pas des jeunes, c'est des chefs de tribu, à la limite, qui se sont déplacés. Et donc, il suffit seulement qu'un seul parmi eux puisse dire « Attention, tel que ça se passe là ». Ce n'est pas ce que nous avions retenu avec le chef de l'État il y a quelques mois en arrière. Et donne les consignes, vous allez voir, tous vont le suivre. Parce qu'ils considèrent que c'est leur chef, celui qui a parlé. Donc, il y a encore au sein de cette communauté-là le respect de la hiérarchie. Et de la hiérarchie. Exactement. Donc, je me dis, c'est une rencontre politique aussi, au-delà du fait que ça reste une rencontre de pacification et d'unité nationale. Roland Tonei-Kess. J'avoue, c'est un coup de main de Patrice Talon. Vous savez pourquoi? Alors, la précision que les gens n'ont pas, c'est que Boni-Yayi a une origine Peul. Boni-Yayi a une origine Peul. Et vous allez voir que tout récemment, il y a une rencontre qui avait été organisée à Tchaourou, dans les accablés de Tchaourou, où il y avait la communauté Peul qui était massivement sortie pour célébrer Boni-Yayi. Et donc, dans la perspective de ce qui s'annonce pour 2026 et autres, il faut quand même calmer les communautés, il faut vraiment reconsidérer les communautés. Et donc, Patrice Talon comprend que clairement aujourd'hui, et en faisant de leur fille ministre conseiller, et en travaillant à les rencontrer,
sachant que celle qui est ministre conseillère est d'abord même présidente du club de football Niki FC, par exemple, qui rassemble les jeunes dans sa communauté et qui maintenant, lui, il rassemble les leaders de cette communauté, il leur fait des promesses. Si ces promesses sont tenues, il y a possibilité de fragilisation de l'électorat Peul pour quelqu'un qui est censé être leur fils, Bouniaï, et son groupe politique. Donc, c'est en cela que c'est un coup de maître, parce qu'il s'est touché, je l'ai toujours dit, il s'est touché les leviers importants quand il veut vraiment jouer politiquement parlant. La preuve qu'il anticipe toujours. Il anticipe. Donc aujourd'hui, s'il fait ses promesses au peuple, à la communauté Peul, et qu'il tient ses promesses, et qu'il continue de faire la promotion de la communauté Peul, en faisant les choses clairement et sincèrement, je crois qu'à un moment donné, il y aura certainement une possibilité pour lui d'aller gagner dans l'électorat Peul, et ça va être peut-être l'avantage de son dauphin ou de son camp politique. Donc, c'est quand même un coup de maître qu'il faut saluer et attendre de voir si dans les prochains jours, il tiendra véritablement les promesses. Il ne s'agira pas de faire les promesses et après traîner 1 an, 6 mois, 7 mois. Je crois que le chef, comprenant l'enjeu de 2026 et sachant très bien, voulant très bien que ce soit quelqu'un de sa famille politique qui prenne le pouvoir, ne soyez pas surpris de voir peut-être la ministre conseillère dans le carré d'as, peut-être pour les présidentielles de 2026. Donc, tous les coups seront possibles et seront permis. Qui vous dit qu'on n'aura peut-être pas, pour le duo, un frère Peul? C'est des choses qui peuvent arriver. Parce que, par exemple, déjà, si on avoisine 1 million de Peul au Bénin et qu'on sait que l'électorat dans leur communauté, les personnes âgées, c'est peut-être 400 000 ou 300 000 voix également, c'est pas quelque chose à négliger. Donc, l'un dans l'autre, il trouvera les voies et moyens. Vous ne soyez pas surpris de le voir recevoir d'autres communautés les prochains jours également, parce qu'il y a des communautés qui se sentent un peu lésées. Donc, il fera le tout pour quand même avoir le maximum à son côté. Avant d'aborder un autre sujet, laissez-moi vous dire que j'ai également des origines Peul, mais ça ne m'empêche pas de faire correctement mon travail. Ma grand-mère est Peul et puis... Oui, mais dans la région Savet, Tchaourou... ma grand-mère est Peul, ma grand-mère maternelle est Peul. La région Savet, Tchaourou et autres... Donc vous comprenez d'où vient cette beauté qui nous caractérise. C'est juste pour vous faire sourire à la maison, chers amis téléspectateurs. À cette rencontre avec le chef de l'État. Non, elle est allée dans la télé. D'abord, ça va chez elle est allée depuis quand? Posez-lui la question, elle est allée à Savet depuis quand? Nous allons aborder un autre sujet. Je savais que ça allait alimenter. Nous allons retrouver Matin Libre qui titre « Crise Bénin-Niger, Cotonou-Niamey, ça se tend et se détend ». C'est une exclamation à retrouver à la une du quotidien Matin Libre. Hugues Hector Zogo. Cotonou-Niamey, ça se tend, ça se détend. C'est le quotidien Matin Libre qui le titre à sa manchette. C'est un très beau titre, je trouve. Ça se tend et ça se détend, effectivement. Et puis, ça fait quand même un bon moment qu'on est en train de parler de cette crise entre le Bénin et le Niger. Et ça fait un bon moment qu'on est en train de vivre cette difficulté-là, de ne pouvoir pas rendre visite à partir de la frontière terrestre à nos frères nigériens et voir nos frères nigériens également quitter leur territoire national pour venir chez nous par voie terrestre, simplement parce qu'il y a la frontière qui est fermée. Il y a eu plusieurs voix qui se sont levées, qui ont travaillé pour ce qu'on appelle le dégel, pour qu'on ne continue pas de connaître cette crise-là. On a même vu l'ancien chef d'État béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien chef d'État béninois Boni Yayi, tous deux qui ont conduit une délégation pour travailler à ce que la paix puisse revenir au niveau des dirigeants des deux peuples. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le constat, c'est qu'on n'est pas encore au bout de nos peines, parce que il y a des déclarations assez tendancieuses qui ont été faites en fin de semaine par le général Tiani, donc le chef qui se retrouve diriger la transition au niveau
de l'État nigérien. Et je vais l'analyser sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle du citoyen patriote. L'angle du citoyen patriote qui trouve que nous ne devons pas permettre au Niger de continuer par nous lancer de pique à tout moment, parce que nous sommes, après tout, un État souverain. Et un État souverain fait ses choix stratégiques. En matière de sécurité, le Bénin est à même de dire qui sont les partenaires susceptibles de l'accompagner pour la réussite de sa mission, c'est-à-dire préserver l'intégrité territoriale. Et en cela, nous n'avons pas d'ordre à recevoir de quelque nation, que ce soit un ami, un pays frère et ami, comme on a l'habitude de le dire. Ça, c'est le regard patriote que je pourrais porter. Mais quand je vais me retrouver dans la posture d'un critique, je me dis qu'il y a aussi des choses auxquelles nous devons faire beaucoup attention. Le Bénin n'est pas un pays qui doit pouvoir vivre en autarcie. Le Bénin est une nation qui doit vivre au cœur des autres nations, parce que c'est dans la complémentarité qu'on parvient à faire fonctionner une nation. Et ce n'est pas un choix pour le Bénin aujourd'hui de se retrouver à être pays limitrophe du Niger, du Togo, du Burkina, du Nigeria. Non, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix délibéré en fait. C'est la nature qui l'a voulu comme ça. Et si la nature à un moment donné a souhaité que le Bénin se retrouve... C'est la nature qui a voulu, c'est les colons qui l'ont voulu ainsi. Bon. Parce que si la nature voulait... Vous allez revenir tout à l'heure. On n'allait pas mettre de frontières. Vous allez y revenir tout à l'heure. Ils ont créé ce bordel-là. Donc pour moi, je me dis, si la nature a souhaité que nous puissions nous retrouver avec des États frères et amis, il y a ce que nous appelons la diplomatie qui doit rester le leitmotiv. Et par conséquent, quelle est notre politique en termes de diplomatie sécuritaire au Bénin aujourd'hui? C'est le grand défi. Parce que vous suivez un général, lui c'est un général, celui qui se retrouve aujourd'hui à la tête de l'État du Niger, même si c'est de façon transitoire, c'est un général. Donc un homme qui maîtrise correctement les outils, je vais dire, de sécurité. Et c'est lui qui prend la parole et qui trouve que sur notre territoire, il y a des étrangers qui conspirent contre son peuple. Ce n'est pas la première fois qu'il a fait cette déclaration-là. Cette déclaration, elle est revenue à plusieurs reprises. Et donc, à des moments donnés, nous pouvons prendre du recul en tant que dirigeants et chercher à nous parler. Mettre de côté tout ce qu'on peut avoir comme orgueil, comme démarche autoritaire, et dire pour le bien de nos peuples, pour le bien de nos communautés, asseyons-nous, discutons. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Voici ce que nous reprochez en réalité. Ok, c'est un fait. Mais est-ce que ce n'est pas une mauvaise lecture que vous faites du reproche que vous nous faites? Pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment le dialogue a été coupé, parce que au moment où les anciens présidents de notre pays, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, se sont rendus au Niger, on a pu comprendre qu'il y a une sorte de dégel qui devrait se vivre, parce qu'un comité ad hoc devrait être installé et ce comité devrait travailler pour les jeux de couloir, comme on dit. Donc, ça devrait travailler à l'interne sans que la presse n'en soit mêlée. Parce que quand la presse est mêlée, vous savez, ça va dans tous les sens. Chacun y va avec ses analyses, ses intérêts partisans et autres. Mais aujourd'hui, on voit le général qui fait de nouvelles déclarations. Et en faisant ces déclarations, il se fait que ce n'est pas seulement notre pays, le Bénin, qui est apostrophé. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria. Et
on a très tôt entendu la déclaration du Nigeria. On a entendu la déclaration de la Côte d'Ivoire et aussi. la déclaration de la CEDEAO qui soutient ces pays, qui apporte un démenti formel. Je n'ai pas voulu m'intéresser à la CEDEAO parce que c'est la CEDEAO qui a conduit le Bénin. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Oui, la CEDEAO qui a conduit le Bénin dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le Bénin a voulu être, je vais dire, l'élève fidèle à la CEDEAO, ce qui aurait pu être la même posture adoptée par les autres États. Malheureusement, les autres nous ont joué le pignon. Au moment où notre diplomatie pensait qu'il fallait jouer à l'offensive, les autres se sont retrouvés en retrait et on s'est retrouvé dos au mur maintenant. Tout à fait. Et les déclarations continuent et ce n'est pas de très bons signes. Parce que nos transporteurs, on a plusieurs entreprises aujourd'hui béninoises qui se retrouvent dans le transit et qui travaillaient pour la plupart du temps pour le territoire nigérien. Leurs camions aujourd'hui, qu'est-ce que ces camions-là sont devenus? Il n'y a plus d'activité à la limite depuis près d'un an ou un peu plus d'un an. Il n'y a plus de mouvement. Et sans ces mouvements-là, ça affecte aussi l'économie nationale. Il y a également le port qui est complètement abandonné par le Niger. Donc pour dire que le Niger s'est retourné vers le Togo. Tout à fait. Parce que c'est une solution qu'ils ont trouvée en attendant que tout rentre effectivement dans l'ordre. Mais les dernières déclarations qui ont été faites ne nous permettront pas de dire qu'au bout de 6 mois, on va pouvoir se tirer d'affaire. Parce que là, c'est des déclarations très tendancieuses et très dangereuses. Il faut forcément que notre État, de façon officielle, puisse prendre la parole, soit pour un démenti, soit de façon diplomatique, tenir le langage qu'il faut et que dans les coulisses maintenant, les échanges continuent entre les deux parties. Il ne faut pas du tout arrêter le pont. Parce que si on arrête le pont, ça va être préjudiciable à l'économie de notre pays. Roland, ton caisse? Non, je crois que vendredi dernier, on a abordé le sujet. Hein. J'ai fini en disant ce que, avec la chute de Hugues pour dire qu'il faut que le Bénin réponde. Je voudrais passer à remercier tous ces internautes qui m'ont insulté proprement. Ben, écoutez, ça ne va jamais me changer. Est-ce que ce n'est pas une position stratégique? Écoutez, le silence du Bénin. Le monsieur a fait des déclarations assez dangereuses sur notre pays. Nous sommes un pays qui se respecte. Nous avons toujours clamé notre souveraineté. Il a fait des déclarations. Le Nigeria a répondu. La Côte d'Ivoire a interpellé le Niger en faisant des propositions. Nous, qui avons été le plus cités dans le dossier, nous gardons le silence. Pourquoi? Nous devons quand même, ne serait-ce même si c'est 2 portions de phrases, pour remettre en cause ce que le général Tiani a dit. Ce n'est pas encore tard. Non, mais c'est ce que je dis. C'est ce qu'il a dit. Vendredi, ils m'ont insulté proprement. Parce qu'ils estiment que non, je vais plaire. Écoutez, dans certaines situations, parce que ce que fait Tiani au Niger, c'est suffisamment grave et ça peut nous rattraper. En fait, ça va rattraper les populations. Pourquoi? Ce qu'il dit au Niger pour dire que c'est le Bénin qui héberge si on veut attaquer le Niger, mais ne serait pas surpris de voir un jour les Nigériens commencer par s'attaquer aux Béninois dans le pays. Et c'est pour ça que l'État béninois aussi doit pouvoir dire non, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Voilà, voilà. Et puis après, comme il a dit, continuer les discussions en coulisses. Nous avons un ambassadeur du Bénin au Niger désormais. Nous avons un ambassadeur du Niger au Bénin désormais. Travailler à calmer les tensions. Parce que quand ça va commencer, ce n'est pas Tiani qui va souffrir. Ce n'est pas Patrice Talon et son gouvernement qui vont souffrir. Non, c'est les populations. Ceux qui sont du côté de Malanville vont souffrir. Ceux qui sont du côté du Niger vont souffrir. Et si ça tourne mal, ceux qui sont du côté du Bénin, ça peut être un problème pour ces personnes-là. C'est pourquoi, dès lors que lui prend la parole, il dit ça. En réalité, première chose à faire, moi j'estime, et de ma petite position, première chose à faire, soit le Bénin sort un communiqué ou demande à envoyer express une délégation au Niger pour rencontrer Tiani. Pourquoi pas? Et j'ai dit le vendredi, il faut que les 2 chefs d'État se parlent. Il faut que les 2 chefs d'État se parlent.
puisque le chef d'État même a reconnu que, devant le Parlement que il a commencé son discours par le terrorisme, pour reconnaître qu'à ce niveau, on a encore des problèmes. Et si l'autre, malgré les problèmes que nous avons, l'autre continue de nous accuser, de nous dire ce qu'on ne doit pas dire, et que, en tout cas, moi, je ne suis de ma position, je ne peux pas donner des preuves ou démentir quoi que ce soit, c'est à eux de rassurer le peuple. Et donc, j'estime véritablement qu'il revient à nos autorités de prendre leurs responsabilités, de trouver les voies et moyens, de parler avec le Niger. Aujourd'hui, si Bakary a déjà dit, on peut l'envoyer au Niger, parce que quand même, il arrive des situations où les chefs d'État envoient des lettres, des messages confidentiels à leur homologue dans un autre pays, avec le ministre des Affaires étrangères, ou le ministre de l'Intérieur, ou le ministre de la Défense. Ça se fait. Donc, on ne dit pas au chef de l'État, parce d'aller faire la coubette à Tiani, mais quand même, un message confidentiel ou porteur de message. Le ministre des Affaires étrangères va rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Niger, qu'on discute sur les questions, les sujets sur lesquels le Niger condamne le Bénin, que le Bénin apporte à travers son ministre de l'Intérieur ou ministre de la Défense des éclaircissements pour dire non, écoutez, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a que, de tous les côtés, il y aura des gens de mauvaise foi. Qu'on ne se leurre pas. De tous les côtés. Du côté du Niger, il y aura des gens de mauvaise foi qui vont continuer à créer la zizanie. Du côté du Bénin, il y aura des gens de mauvaise foi qui sont peut-être dans les rangs de l'armée béninoise, qui seront là parce qu'ils veulent de l'impétence de la part d'une Tiani, vont donner des comptes informations au général Tiani en donnant et lui, prenant la parole, il va donner il dit qu'il serait en train de se dire, oui, écoutez, j'ai les informations avec précision. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, parce qu'il sait qu'en le disant, il aura de l'argent de la part de Tiani, il va continuer à alimenter la crise de toute façon. Je pense véritablement qu'aujourd'hui, il revient à nos autorités de savoir comment s'y prendre pour que nous puissions avoir une certaine assurance, une certaine accalmie entre les deux peuples. Sinon, ce n'est pas bien pour la suite. Nous allons poursuivre et terminer avec un sujet sport éliminatoire CAN 2025, la Libye sanctionnée. Oui, on a vu... 33 millions de francs CFA. Autour de 32 millions de francs. Oui, plus de 32 millions de francs CFA, ça fait quelque chose de 50 000 dollars. 50 000 dollars. Voilà. Dollars US. Vous savez, la CAF est dans son rôle. Quand il y a des matchs qui se jouent, il y a un minimum d'attitude ou de comportement à ne pas adopter. Quand vous hébergez un peuple qui vient jouer sur votre territoire et à la fin du match, les populations commencent par tout saccager, tout ce qu'il y a comme installation sur l'aire de jeu commence par être saccagé parce que votre équipe a perdu le match. Et quand vous commencez par mettre de la pression à l'équipe adverse, je trouve que ça, c'est anti-jeu. C'est anti-jeu. Il y a les dispositions disciplinaires au niveau de la CAF. Donc, aujourd'hui, que la sanction soit tombée et que la Libye soit obligée de verser 50 000 dollars US, je pense que c'est une mesure pour apaiser un peu les Béninois d'une manière ou d'une autre, parce qu'en son temps, nous avons été très peinés avec les images qu'on a pu percevoir. On était très peinés de se rendre compte qu'en Afrique, pour une compétition sportive, on assiste encore à de telles dérives. Et je pense aussi qu'il y a l'urgence pour la CAF de travailler en amont. Parce que de ce genre de situation, on peut quand même travailler à anticiper. Quand vous savez que c'est peut-être le dernier match et que le pays qui accueille, une fois que le pays aurait perdu, c'est que le pays serait éliminé pour la phase suivante, il vaut mieux chercher un terrain neutre pour recevoir les deux équipes. Parce que si vous cherchez un terrain neutre, le nombre de supporters qui vont être déplacés de part et d'autre ne serait jamais l'équivalent de ce que si le match se jouait à domicile pour l'équipe qui, visiblement, en cas de défaite, se retrouverait éliminée de la compétition. Donc, il y a aussi un travail
qui doit pouvoir se faire au niveau de la CAF pour permettre à ce que nous n'assistions plus à de ce genre de dérive, parce que ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est souvent l'Afrique qui est présentée comme le terreau de tous les maux, et même sur le plan sportif, ce n'est pas une très bonne, c'est pas une très bonne image pour notre continent. Ouais. Roland, prenez une question. Oui, je crois que les images qu'on a vues au terme du match Bénin et Libye, ça n'encourage pas. Et donc, il fallait que la CAF sanctionne la Libye pour quand même discipliner d'autres pays qui se hasarderaient à faire de telles pratiques aussi. Mais ce que je me retiens ce matin, il est bon que la presse relaie le fait que la Libye est sanctionnée, mais il faut quand même préciser que le Bénin aussi a été sanctionné. Le Bénin a été sanctionné par rapport au match face au Rwanda parce qu'il y avait infraction à l'article 45 de la CAF, parce qu'il y avait des effectifs par rapport aux arbitres à la fin du match. Et le Bénin n'a pas collaboré en donnant le nom de ceux coupables-là qui ont invectivé les arbitres. Et le Bénin a aussi reçu une amende, doit payer une amende de 50 000, dont 25 000 $ avec sursis pour les agissements déplacés de ces officiels à la fin de cette rencontre. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, tous les pays, malheureusement, compte tenu de ce que le football entraîne, n'arrivent pas à se contrôler au terme des matchs ou bien pendant les matchs. Il va falloir que sur le rectangle vert, les gens développent davantage, et dans nos stades davantage, les bonnes pratiques du fair play. Parce que quand vous regardez la réaction, ce qui est reproché au Bénin après le match face au Rwanda, en réalité, on devrait plus. Vous avez déjà fini le match. Pourquoi est-ce que c'est à la fin que vous invectivez des arbitres? Et le Bénin n'a pas voulu collaborer. Donc, les mauvaises pratiques, c'est chaque pays, malheureusement, fait. Et notamment, parce que, comme Hugues l'a dit, c'est beaucoup plus dans les pays africains qu'on observe ces mauvaises pratiques-là. Il va falloir travailler à sensibiliser les nôtres. Puisque si les gens ne parlent pas suffisamment de la sanction du Bénin, que les Béninois vont penser que bon, demain on peut se permettre tout. Il faut leur rappeler que rien que pour avoir invectivé des arbitres, le Bénin a été sanctionné. Et le Bénin, parce que le Bénin n'a pas collaboré, qu'il y a 50 000 $ d'amende à payer, pour que les prochaines fois, quand on sera au stade, que les gens se comportent très bien pour le faire plaisir en respectant les adversaires et en respectant les officiels. C'est très important. Merci à vous et nous allons mettre un terme à cette deuxième rubrique de ce numéro de Matin d'Éden.